Ravi d'être avec vous ce matin et ravi surtout d'être en compagnie de nos invités qui sont des gens brillants, des spécialistes dans leur domaine. Et puisque là, on est, vous savez, dans notre festival 48 heures pour sauver la planète, on est dans le moment terrible où on n'arrive pas à la sauver encore, puisque théoriquement on la sauve demain en fin de journée. Donc évidemment là, on est quand même dans un moment difficile. Et donc la question qu'on se pose ce matin, l'idée avec nos trois amis, c'est de faire un état des lieux. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Et puis quand même de trouver des perspectives, mais d'essayer d'être précis sur cet état des lieux, parce que finalement, lorsque on parle de notre planète qui va mal, on a tendance à céder à une sorte de catastrophisme abstrait. C'est-à-dire qu'on dit ça va très mal, ça va de mal en pis, c'est épouvantable, on n'a jamais vu ça. Et puis en même temps, on n'est pas du tout dans des catégories scientifiques. Quand on dit ça, on est dans une impression très subjective. Et qu'est-ce que ça cache? Est-ce que vraiment ça va mal? On en est où précisément? Alors pour parler de tous ces sujets, il y a trois personnalités ce matin qui sont très différents les uns des autres, et c'est ça qui est intéressant de les faire dialoguer tous les trois, et puis de dialoguer avec vous aussi, bien sûr, si vous le souhaitez. D'abord, on commence par la femme, Marine Denis. Marine Denis, merci d'être là d'abord. Vous êtes doctorante en droit international public, vous travaillez sur la protection juridique des déplacés climatiques. Vous êtes juriste d'une association qui s'appelle Notre Affaire à tous et qui lutte pour la justice climatique. Et puis vous avez cofondé un collectif qui est l'auteur d'une web-série qui s'appelle Youth on the Move, parce qu'on peut traduire par la jeunesse qui bouge, hein, si je puis dire, sur les migrations. Et vous, votre sujet, c'est les migrations climatiques. Alors, on va en parler dans quelques instants. Je voulais également vous dire que nous avons la chance d'avoir parmi nous quelqu'un qui est un Lyonnais, mais qui vit à Paris depuis longtemps, qui est Bruno David. Bruno David, naturaliste, président du Muséum national d'histoire naturelle à Paris, le Jardin des plantes, pour ceux qui, entre autres, spécialiste en biologie évolutive. Vous avez écrit de nombreux livres. Alors, celui qu'on connaît le plus, parce qu'il a beaucoup fait parler de lui, c'est À l'aube de la 6e extinction, comment habiter la Terre. Mais alors, il y en a deux, là, il y en a un qui vient de sortir, qui est un livre collectif auquel vous avez participé, qui est Histoire naturelle de la violence, sorti le 25 novembre, hein, je crois. Et puis, vous en avez un qui va sortir au printemps, qui va s'appeler Le Monde Vivant. Un beau livre, si j'ai bien compris, hein, ce que vous me disiez. Et puis, nous avons Alain Mazeau. Bonjour Alain Mazeau. Alain Mazeau, vous êtes climatologue. Vous êtes membre du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Alors, je vais commencer par une question de base très simple que je vais poser à chacun de nos invités pour poser notre débat. C'est, à votre avis, Marine Denis, pourquoi la planète va-t-elle si mal? Qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le constat que vous dressez en tant que juriste? Alors bonjour à toutes et tous, c'est une question immense. Oui, merci. Et c'est une question difficile. Je parlerai peut-être juste de la question des migrations. C'est pour ça que vous êtes là. Oui. Alors pourquoi la planète va si mal? Jusqu'à un tas de raisons économiques, politiques qui expliquent cela. Et nos comportements politiques, économiques génèrent des changements climatiques, mais je suis beaucoup moins bien placée que mes collègues pour en parler. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces bouleversements climatiques impactent les humains et notamment les impacts en matière de mobilité. Et historiquement, l'humain s'est toujours déplacé pour des raisons environnementales, soit parce que des zones étaient plus fertiles à quelques dizaines de kilomètres, soit parce qu'il y avait une incapacité à trouver de l'eau, ou alors parce que l'eau était impropre à la consommation. Donc il y a toujours eu un lien très fort entre l'humain et l'environnement. Ce qui va être bouleversé avec les effets du changement climatique et les perturbations environnementales en général, c'est que ces mobilités vont s'aggraver, vont s'intensifier et vont parfois aussi être l'écho d'un danger d'un danger vital pour certains territoires. Et je m'explique. Depuis une dizaine d'années maintenant, chaque année, lors des négociations climatiques, donc lors des COP, des États insulaires comme les îles Fidji, les îles Kiribati, donc qui sont des petits États qui sont paradoxalement qui figurent parmi ceux qui émettent le moins de CO2 dans l'atmosphère, alertent la communauté internationale en disant, en fait, si rien n'est fait, si les effets du changement climatique s'aggravent, si on n'arrive pas à réduire l'augmentation moyenne de la température et les phénomènes qui sont connexes, notamment la montée du niveau de la mer,
nos territoires vont disparaître. Et donc ça, c'est un vrai sujet de société. Comment est-ce que nos modes de vie, comment est-ce que nos comportements vont jusqu'à, entre guillemets, mettre en danger l'existence entière d'un territoire. Donc, c'est pour ça que la question de la migration, elle doit être posée aussi d'un point de vue un peu philosophique en matière environnementale et climatique. Est-ce que c'est juste que nos comportements, nos modes de vie, nos activités économiques génèrent tellement de bouleversements que certaines personnes ne puissent plus habiter de façon décente et de façon digne leur territoire? Ça, c'est la première chose. Après, il y a un autre aspect aussi qui est peut-être plus positif, entre guillemets, c'est qu'il y a aussi des stratégies d'adaptation à la migration. C'est-à-dire qu'on peut se dire, OK, mon territoire va disparaître parce qu'il fait trop chaud, parce que l'eau va venir, va en fait s'infiltrer dans le territoire, je vais devoir le quitter. C'est pas toujours le cas, et les humains sont extrêmement adaptables, on l'a vu pendant le Covid notamment, et donc il y a des stratégies d'adaptation qui peuvent être utilisées par les humains, et la migration en fait partie. Donc plutôt que de fuir son territoire et passer par une migration transfrontalière, on peut d'abord bouger au sein d'un même territoire et donc s'installer d'un village à la ville la plus proche ou de la ville la plus proche à la capitale. C'est des phénomènes qu'on a toujours vus, mais même en France pendant l'exode rural au 19e siècle. Donc c'est des phénomènes courants. Ce qui est problématique aujourd'hui et ce qui est inquiétant, c'est quand ces phénomènes-là sont trop rapides, quand ils sont subis, ce qu'on appelle les migrations forcées, les mobilités forcées. Et là, il y a une responsabilité qui est collective. Parce qu'on sait très bien, aujourd'hui, quand on voit les phénomènes climatiques qui s'aggravent, que cela va toucher les humains et que ça va potentiellement impacter définitivement certains territoires. Mais on dit souvent que les mouvements migratoires sont économiques. Vous dites non, ils sont climatiques, c'est ça? Ils sont les deux. Oui. En fait, je dirais que ça dépend. Souvent, souvent, le critère environnemental figure parmi les facteurs qui peuvent expliquer la migration, mais c'est assez peu mentionné aussi par les personnes concernées. Je m'explique. J'ai travaillé pour une organisation internationale qui s'appelle le Haut Commissariat aux réfugiés, donc qui accorde en fait une protection juridique aux personnes qui sont persécutées pour des questions de guerre, pour des questions de conflit. C'est le cas avec les Afghans et Afghanes en ce moment. Quand on écoute certaines personnes, et je pense notamment à des ressortissants de certains pays de Centrafrique ou de la corne est-africaine, donc Éthiopie, Érythrée, etc., ils invoquent d'abord la persécution pour des raisons politiques en disant j'ai été chassé de ma maison, on m'a pris ma terre, on m'a pris mon espace agricole, etc. Et puis, en creusant un peu, on s'aperçoit que souvent la question environnementale arrive aussi en disant mais en fait il n'y avait plus d'eau. On m'a pris mon champ parce que l'armée avait besoin du champ, parce qu'il n'y a plus d'eau à côté et que du coup ça leur servait de réserve exploitable aussi pour nourrir l'escadron militaire ou ce genre de choses. Donc il y a toujours un lien très ténu entre environnement et économie, sauf que ça arrange aussi beaucoup, je pense encore aujourd'hui, de penser que la migration elle n'est qu'économique. Alors qu'il faut quand même avoir conscience aussi que la migration est un phénomène extrêmement dangereux pour les personnes qui sont dans cette dynamique de déplacement. Aujourd'hui, une personne qui quitte la République démocratique du Congo pour se rendre en France, elle passe par des pays dans lesquels on n'a pas envie de traverser. La Biélorussie, par exemple. La Biélorussie, oui, alors s'il n'y avait que la Biélorussie, mais bon, avant, il y a quand même un certain nombre de pays peu regardants en matière de protection des droits de l'homme. Et donc la migration est aussi parfois quelque chose de très violent, de très impactant. Et donc je pense que c'est important aussi de considérer que pour beaucoup de personnes, l'enjeu, c'est de rester sur place. Et ça s'explique par des phénomènes très psychologiques aussi. Lorsqu'on est chez soi, on a sa famille à proximité, son lieu de travail, le lieu de culte, le cimetière. Et donc, si on s'éloigne de ces racines-là aussi, on se précarise, on est plus vulnérable, voire on s'appauvrit. Et je terminerai juste là-dessus aussi pour tempérer un peu ce qu'on peut dire sur la migration. Moi, j'ai fait 2 terrains pour ma thèse, un au Bangladesh et un au Sénégal. Quand j'étais au Bangladesh, la plupart des personnes que j'ai interrogées qui quittaient leur territoire d'origine, donc c'était surtout dans des zones rurales, des petits villages pour aller vers les villes, mais perdaient tout dans cette migration. C'est-à-dire que quand ils étaient dans leurs territoires ruraux, ils étaient propriétaires de leur maison. Ils avaient souvent soit un espace de riziculture, soit un petit troupeau avec quelques chèvres. À partir du moment où ils vendent tout ça pour financer leur billet pour aller vivre dans la grande ville et payer un loyer dans un bidonville, ils s'appauvrissent et ils deviennent personnes.
C'est-à-dire qu'il s'invisibilise aussi dans une ville qui est souvent très violente et très coercitive. Donc voilà, gardez aussi en tête que la migration n'est pas toujours choisie et qu'il est absolument fondamental de lutter aussi contre ces phénomènes de dégradation environnementale qui pourraient mener à des mobilités extrêmement subies pour les populations. Merci Marine, on va revenir sur ces sujets-là bien sûr, mais d'abord j'aimerais entendre l'avis de nos autres invités sur cette question, pourquoi la planète va si mal. Et c'est vrai que Bruno David, vous êtes un spécialiste de la biodiversité, un spécialiste du vivant, et c'est vrai que lorsqu'on évoque la présence de l'humain sur cette terre, on a tendance, je trouve, à considérer que les humains, c'est un peu des extraterrestres qui ont débarqué sur Terre et qui la polluent, qui la salopent, qui finalement la détruisent quelque part, mais comme si nous étions, nous, une espèce en décalage avec le reste du vivant. Or, vous dites non. En réalité, il y a l'humain, c'est une des nombreuses espèces qui sont présentes sur cette planète et qui, de tout temps, a dû cohabiter avec les autres. Oui, on voit toujours un petit peu midi à notre porte, en fait, et on a toujours une tentation anthropocentrée, c'est-à-dire que tout est ramené à nous, et on voit le reste du monde autour de nous à partir de notre regard personnel, que ce soit en tant qu'individu. Je donne juste un exemple, quand on est en kikiné parce qu'on visite une exposition et qu'il y a trop de monde, on dit « Oh, les gens sont pénibles ». Nous sommes les gens des autres. Oui. Bon. L'enfer, c'est les autres, disait Sartre. L'enfer, c'est les autres, disait Sartre. Mais c'est pareil, finalement, en tant qu'espèce. On se regarde, on regarde le reste du monde et on dit, il y a nous et la nature. Je suis désolé, nous faisons partie de la nature. Il y a nous et les autres animaux. Il y a les humains et les autres animaux, mais il n'y a pas les humains et les animaux, ou les humains et les plantes. Donc il y a les humains et les autres êtres vivants sur Terre. Donc il faut avoir cette conscience-là. Nous faisons partie du reste du vivant. Alors je le dis aussi, on a toujours été dans une vision dualiste, c'est-à-dire qu'il y avait nous et le reste, les autres, et on se désincarnait, on se sortait de la nature en quelque sorte. C'est ça. La position extraterrestre, c'est-à-dire qu'on arrive et nous, il y a nous et puis il y a la nature. Et on a longtemps été en lutte contre la nature, ce qui pouvait se comprendre. Je veux dire, quand un paysan grec avait un lion au bout de son jardin, il suffit de penser au lion de Némée, d'Hercule, enfin de ces légendes grecques. Donc il y avait des lions en Grèce, oui, il y avait des lions sur les fresques assyriennes, donc il y avait des lions en Europe à une époque qui n'est pas si ancienne que ça. On appréciait moyennement d'avoir le lion au bout de son jardin. Bon. Et ça pouvait se comprendre, il y avait une sorte de lutte avec la nature. Et je vous encourage à venir, je vais faire ma page de publicité, j'ai le droit, Christophe. Je vous en prie. Je vous encourage à venir au muséum national. Alors il est national, donc c'est le muséum de tout le monde, c'est pas le muséum de Paris. Vous venez dans la galerie de paléontologie, il y a une magnifique sculpture d'un sculpteur qui s'appelle Frémiet, fin 19e, où on voit un orang-outan en train d'étrangler un homme, un chasseur. On a une autre statue dans le jardin des plantes qui s'appelle le chasseur d'oursons, où on voit une ours debout qui a un couteau planté dans le poitrail, qui est en train d'essayer d'étrangler un chasseur qui a capturé son ourson, qui est enchaîné. Enfin, ce sont des images de lutte entre l'homme et la nature, donc, comme on parlait à l'époque, qui sont un petit peu surannés, mais enfin qui disent quelque chose aussi. Et puis, après, on a été au chevet de la nature. On s'est dit, cette pauvre nature, il faut qu'on s'en occupe. Non, on est dedans. Il faut qu'on arrive à se mettre ça dans la tête. Nous sommes dedans. Nous sommes parmi le reste du vivant. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ce dualisme. Mais si on sort complètement de ce dualisme entre l'homme d'un côté et la nature de l'autre, on peut aussi se dire, après tout, il y a 300 000 ans que l'humain est sur Terre, qu'Homo sapiens existe. Il y a eu une évolution qui a fait qu'il y a eu une émergence de vertébrés, de mammifères, de primates, et puis d'Homo sapiens in fine. Homo sapiens, c'est nous, on fait des tas de trucs, on fait des voitures, on fait des barnums, on fait des micros, on fait des bombes atomiques, on fait des centrales nucléaires. Et puis après tout, mais les castors font des barrages et les termites des termitières. Pourquoi nous, on ne ferait pas ça? C'est l'évolution. Donc laissons-les dérouler, puis on verra bien ce qui se passe. Donc ça peut nous déresponsabiliser complètement. Donc il faut rajouter une petite pincée de dualisme dans l'affaire pour retrouver une part de responsabilité qui fasse que, ayant conscience de nos actes, on ne se contente plus d'agir simplement, mais aussi de réagir par rapport à ce que nous faisons. C'est un petit peu ça l'idée, c'est un petit peu la philosophie. Mais vous êtes paradoxaux, c'est ça qui est intéressant, Bruno David, dans votre démarche, parce que vous dites par exemple, nous sommes à l'aube d'une 6e extinction. Donc là, on se dit, mais c'est terrible, enfin, ça dit l'extinction, quoi. Et puis là-dessus, vous nous expliquez que moins de 10% des espèces sont menacées. Voilà, alors si on parle là-dessus, on parle de 6e extinction. 6e extinction, ça sous-entend qu'il y en a eu 5 avant.
Effectivement, il y a eu 5 grandes crises depuis 500 millions d'années qui se sont échelonnées, une certaine périodicité. La dernière, c'est il y a 66 millions d'années. Donc on dit, oh là là, effectivement, c'est vieux. 6e extinction, c'est vrai, c'est pas vrai? Alors, ça dépend comment on regarde. Si on regarde les choses de manière statique, c'est-à-dire qu'on regarde le nombre d'espèces qui se sont éteintes, qui sont réellement éteintes aujourd'hui, depuis 500 ans, on a les chiffres à peu près, ça représente 1-2% des espèces vivantes. C'est pas énorme. C'est très peu. Si on regarde celles qui sont en danger critique, qui peuvent s'éteindre, parce qu'il y a des déclins d'abondance, il y a de moins en moins d'individus au sein des espèces, et puis de génération en génération, quand il y a de moins en moins d'individus, au bout du chemin, il y a une extinction. Si on regarde ça, on est peut-être à 10-15% d'extinction. Et si on se compare aux grandes crises du passé, elles étaient à 80-90% d'extinction. Donc pourquoi on s'enquiquine avec ça? Franchement. Alors, il y a quand même un truc qu'on oublie dans l'équation, ce sont les vitesses. Parce que là, je vous ai parlé d'amplitude. Mais si on regarde la vitesse depuis 500 ans, des taux d'extinction et des taux de pression sur les espèces, et qu'on compare par rapport à ces crises du passé géologique de la Terre, il y en a eu 5 majeures, mais il y en a une cinquantaine d'autres. Donc on a un bon échantillonnage statistique. On a vraiment pu faire des études approfondies sur l'ensemble de ces crises. Si on regarde ça et qu'on extrapole, par exemple, les chiffres qu'on a pour les mammifères depuis 500 ans par rapport à 1 million d'années, on l'extrapole sur 1 million d'années, on est à 8000% pour les mammifères. Ça veut dire qu'ils auront disparu bien avant la fin du million d'années. Et ça veut dire que même si je me suis trompé d'un facteur 100, ce qui est possible, c'est peu probable, mais gardons cette possibilité, je suis quand même sur la trajectoire d'une grande crise. Donc quand on regarde objectivement les choses, nous sommes sur la trajectoire d'une crise. Le livre, je l'ai intitulé « À l'aube de la 6e extinction », qui a un côté inquiétant, 6e extinction, oui, mais qui a un côté rassurant, on est à l'aube. Être à l'aube, ça veut dire qu'on a le temps de réagir, mais pas beaucoup, parce que la journée risque de passer très vite et on risque de se retrouver très vite au soir. Donc il est temps de réagir. Il y a un autre facteur d'inquiétude, c'est quand on regarde les mécanismes à l'œuvre. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se produit? L'image qu'on a habituellement des crises du passé, des crises de la biosphère, que la biosphère a pu traverser, c'est l'image de la météorite qui tombe sur les dinosaures. Les dinosaures, ils regardent le ciel, ils se disent « Oh là là, celle-là, elle est pour moi, je vais me la prendre sur la tête, il y a une météorite qui arrive. » Et effectivement, il y a des météorites qui sont tombées. Mais il faut savoir qu'il y a des météorites qui sont liées à certaines crises. Il y a des crises, et la crise la plus importante qui ait jamais traversé la biosphère, il n'y a pas eu de météorite. Et puis il y a des météorites aussi importantes que celles qui sont tombées lors des crises, qui sont tombées à d'autres moments où il n'y a pas eu de crise. Donc c'est un facteur qui est ni suffisant ni nécessaire. Mais avec cette image-là, on a l'impression d'une immense hécatombe où tout le monde va mourir d'un coup. C'est pas comme ça qu'ont fonctionné les crises du passé. Les dinosaures, ils n'ont pas tous disparu d'un coup. Parce que sinon, et les ammonites dans les océans non plus, parce que sinon, dans les bancs sédimentaires qui séparent l'ère secondaire de l'ère tertiaire, donc cette grande crise qui a vu l'éradication des dinosaures et des ammonites, on devrait avoir plein de fossiles. Or, les bancs sont vides. Ça veut dire qu'on avait des déclins d'abondance, de moins en moins d'individus dans beaucoup d'espèces bien avant, et que, in fine, ça s'est traduit par des extinctions majeures et que la biosphère a été considérablement bouleversée à ce moment-là. Mais ça a duré un certain temps. Ce sont des crises qui durent entre 500 000 et 1 million d'années à chaque fois, donc c'est quand même très long. Ça ne se passe pas instantanément. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de fonctionner sur les mêmes mécanismes, c'est-à-dire qu'il y a moins d'oiseaux. 40% d'oiseaux en moins dans les plaines agricoles. Il n'y a aucune espèce qui a disparu. Elles sont toujours là. 20%, non, c'est même 50% de moineaux en moins dans les rues de Paris en l'espace de 30 ans. C'est gigantesque. Il y a toujours des moineaux, donc on n'est pas inquiet, on les voit. Ils sont toujours là. On n'a jamais marché sur des cadavres de moineaux dans les rues de Paris. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, puisque ça ne se voit pas. C'est assez insidieux, c'est assez anesthésiant. Et ce sont les mêmes mécanismes aujourd'hui que ceux qui ont prévalu lors des grandes crises du passé. Donc ça doit attirer notre attention. Et comme je suis un indéfectible optimiste, je dis que nous en sommes à l'aube. On a le temps de les réagir, mais il ne faut pas traîner pour réagir quand même. Et puis, dernière touche d'optimisme quand même, c'est que la biodiversité, elle est très résiliente. Elle a une capacité de cicatrisation qui est absolument énorme. C'est-à-dire que si on la laisse tranquille, elle revient très très vite. Si on replante des haies dans la Beauce et dans la Brie, pour prendre des exemples dans le bassin parisien, ça reviendra très vite, c'est-à-dire en quelques années. Et les efforts qu'on aura faits ici et maintenant, on en verra les résultats dans pas longtemps et ici également. Donc c'est très gratifiant. Alors que le système climatique, mais Alain en parlera mieux que moi, il y a une inertie du système climatique qui porte sur plusieurs décennies, et puis c'est un système mondial, c'est-à-dire que les efforts qu'on fait là, ils sont dilués globalement. Ce n'est pas pour autant, je pense, qu'il ne faille rien faire, et ça vous fera la transition avec le système climatique. Absolument. J'ai quand même une question à vous poser avant de passer au système climatique. C'est pas parce qu'il y a plein de papiers par terre dans les rues de Bron ou de Lyon
que je dois jeter mes papiers par terre. Et pourtant, ça fait qu'un de plus parmi X millions de papiers qui sont par terre. Donc on pourrait se dire, c'est pas grave. Et ben, pour le climat, c'est pareil. On peut faire des efforts, même si globalement, il y a plein de gens qui ne font pas d'efforts. Tant pis, on les fait quand même. Non, je voulais juste vous poser une question. On va évidemment écouter avec plaisir Alain Mazeau dans quelques secondes. Mais je voulais juste vous poser une question. Il y a un roman à succès qui vient de sortir. C'est un livre de Bernard Werber qui vend des centaines de milliers d'exemplaires, qui s'appelle La prophétie des abeilles. Et dans ce livre, Bernard Werber dit le frelon asiatique est arrivé. Le frelon asiatique est en train de tuer toutes les abeilles. Et quand il n'y aura plus d'abeilles, ça sera l'extinction de la civilisation. C'est le livre. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a une tendance comme ça à considérer que l'extinction de telle ou telle espèce, ça peut signer la fin de tout? Alors, je pense que c'est un peu excessif. Il y a des déstabilisations d'écosystèmes, mais là, il y a une vision un petit peu réductrice parce qu'on a l'impression que c'est l'abeille. Il y a des centaines, des milliers d'espèces d'insectes pollinisateurs, que ce soit des bourdons, des abeilles, des guêpes même pollinisatrices, des papillons pollinisateurs. Il y a énormément d'insectes pollinisateurs. Et plus on sera en capacité de garder un grand nombre d'insectes pollinisatrices, mieux ça ira. Nous, on voit l'abeille parce que bon, on aime bien le miel, et puis elle nous est sympathique, et puis elle pollinise quand même. Elle participe à polliniser aussi beaucoup de nos arbres fruitiers, par exemple. Mais si on imaginait un jour qu'il y a un vrai déclin des insectes pollinisateurs, et c'est un problème qui peut arriver, à travers l'utilisation notamment des pesticides. Ce n'est pas trop le frelon asiatique plus que les pesticides qu'on met dans les champs, les herbicides qu'on met dans les cultures. Si ça déstabilise vraiment le système de pollinisation, les écosystèmes qui reposent sur la pollinisation, même si on imaginait de repolliniser nos arbres fruitiers et nos plantes vivrières par des petits robots ou avec des pinceaux et à la main, ça ne polliniserait pas la flore sauvage, parce qu'on ne s'en occuperait pas, je ne pense pas. Et ça amènerait à une déstabilisation majeure des écosystèmes. Pourquoi la planète ressemble aujourd'hui à ce qu'elle est? C'est parce que depuis 100 millions d'années, il y a une histoire d'amour entre des fleurs et des insectes. Que les plantes à fleurs sont apparues il y a 100 millions d'années, et c'est ça qui a déclenché la radiation évolutive des insectes, une radiation extraordinaire de partenariat, de symbiose entre des fleurs et des insectes. Et le monde d'aujourd'hui, il est piloté par ça, très largement piloté par ça. Si on oublie cette composante, si on porte atteinte à cette composante, ça va être une déstabilisation très importante de l'ensemble des écosystèmes de la planète et donc de nos sociétés. Parce que ce n'est pas tant le fait que l'écosystème bascule dans un nouvel équilibre, c'est le fait que ce nouvel équilibre ne nous rendra pas les mêmes services, ça va modifier la manière dont fonctionne la planète, et derrière, ce sont nos sociétés qui vont être impactées. Parce que je peux rajouter quelque chose, je suis un peu long peut-être. Hein. Et rapidement, alors, parce évidemment, on va poursuivre le débat. Peut-être que vous n'imaginez pas, mais à quel point on n'a pas ça en tête. Mais nous sommes sur une planète incroyablement stable depuis 15 000 ans, depuis la fin du dernier glaciaire. Depuis la fin du dernier glaciaire, je vous rappelle qu'il y avait des glaciers ici à Lyon. Hein. Caillou de la Croix-Rousse, c'est un bloc erratique déposé par les glaciers. Hein. Donc, on est sur une planète très très stable. Il y a des fluctuations, un optimum climatique au Moyen-Âge, petit âge glaciaire, hausse des températures en ce moment, mais globalement, on est sur une planète stable. Et si nos sociétés, depuis l'ère industrielle, disons 150 ans, sont construites autour de cette stabilité, et les premières victimes de facteurs de déstabilisation, on le voit à travers les migrations climatiques, ou les migrations environnementales au sens large, ça va être nos sociétés. C'est nos sociétés qui sont fragiles, beaucoup plus même que les écosystèmes qui vont basculer dans de nouveaux équilibres, qui vont se mettre à fonctionner autrement. Et dit plus simplement, je n'ai aucune inquiétude sur le fait qu'il y aura de la vie sur Terre dans 1000 ans, dans 10 000 ans, dans 100 000 ans, dans 1 million d'années. La question, c'est savoir si ça sera avec nous ou sans nous. Bon, bel optimisme, hein, c'est intéressant. En même temps, vous êtes un optimiste mesuré, puisque vous nous dites on est à l'aube d'une extinction. Marine Denis nous dit on va vers un essor des migrations climatiques. Alors évidemment, maintenant, j'ai envie de me tourner vers notre climatologue, Alain Mazeau. Moi, je voudrais vous poser une question, Alain Mazeau. Vous allez nous expliquer où on en est par rapport au phénomène du réchauffement climatique. Il y a quelques semaines, sur France Inter, on a reçu un monsieur, alors dont j'ai oublié le nom, je vous demande pardon, qui est historien, qui vient de publier une énorme histoire du Moyen-Âge de 1000 pages, enfin bref, c'est un gros volume, et dans lequel il nous explique qu'entre 700 et l'an 1000 environ, il y a eu un réchauffement climatique. Alors la question que je voulais vous poser, tout simplement, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent est-ce que le réchauffement climatique, c'est nous qui sommes responsables, mais s'il y a déjà eu un réchauffement climatique en l'an 1000, est-ce que c'est vraiment nous qui sommes les responsables du réchauffement climatique actuel?
La réponse est oui. Hein. Bah, oui, bien sûr, malheureusement. Je vous écoute. Hein. Alors effectivement, il y a des variations naturelles du climat, des variations de petite amplitude, parce que ce que vous évoquez, l'optimum médiéval, c'est une variation de petite amplitude. Hein, les niveaux marins n'avaient pas tellement changé, etc. Mais enfin, c'était un optimum du point de vue de l'agriculture et tout ça, en Europe au moins, ailleurs. Hein. Donc voilà, donc il y a des fluctuations, mais c'est des fluctuations vraiment petites par rapport à la différence glaciaire-interglaciaire que vous avez évoquée, c'est-à-dire il y a 20 000 ans, pour des raisons naturelles, hein, l'homme n'y était pour rien. C'est des histoires de variation de l'orbite de la planète qui font qu'on est parfois un petit peu plus loin et d'autres fois un petit peu plus près du Soleil. Donc il y a 20 000 ans, on était dans une période glaciaire avec des grosses calottes de glace sur l'Europe septentrionale. Hein, la moitié de l'Angleterre était couverte par des calottes de glace. Ici, il y en avait. Hein, voilà. Hein, et il y a eu la déglaciation, toujours pour des raisons naturelles. Et effectivement, on est dans une période naturellement chaude, j'insiste, depuis un peu plus de 10 000 ans. On appelle ça l'Holocène. Et en quelques dizaines d'années, on réchauffe, l'action de l'homme réchauffe, et on a démontré que c'était vraiment ça, qu'on ne pouvait vraiment pas l'expliquer par des variations naturelles, quelles qu'elles soient. Les variations de l'orbite terrestre, c'est très lent. Hein. Donc en quelques dizaines d'années, on a réchauffé déjà à l'échelle totale de la planète de plus de 1 degré au global. Et si on se place juste sur la France, sur la terre ferme, donc il y a moins d'inertie que sur les océans, on a réchauffé depuis le début de l'ère industrielle déjà de 2 degrés hein, sur la France. Il faut savoir que la différence de température globale entre un glaciaire, il y a 20 000 ans, et l'interglaciaire, on y est depuis à peu près 10 000 ans, la différence de température n'est que de 4 degrés. Donc et les scénarios pour les réchauffements futurs sont de l'ordre de 5 à 3 degrés actuellement. Hein. Et ça se ressent comment au quotidien ? Quoi donc ? Ce réchauffement, vous dites 2 degrés, 4 degrés, ça se ressent comment ? C'est des mesures qui sont faites à l'échelle de la planète. Hein. Comment ça se ressent ? Après, vous avez la différence entre le réchauffement, si j'ose dire, climatique. Alors, quand on parle du réchauffement climatique, on parle déjà un petit peu à long terme. C'est-à-dire, on regarde la moyenne, disons, sur une trentaine d'années. Est-ce qu'en moyenne, par rapport à 30 ans, il y a 30 ans, les choses ont changé ? Voilà, ça c'est l'évolution du climat. Hein. Parce que là-dessus, il y a la variabilité météo. À chaque jour, sa météo. Hein. Et d'ailleurs, en passant entre le jour le plus froid, où il va peut-être faire, maintenant on atteint difficilement les moins 10 maintenant, mais enfin, où il peut faire moins 10, et puis le jour le plus chaud, où il va faire plus 40 dans l'année, on a un ressenti météorologique de 50 degrés. Alors que nous, on embête avec des dixièmes de degrés sur des dizaines d'années. Mais c'est ça qui fait toutes les conséquences, que ce soit l'évolution du niveau marin, il y a aussi l'acidification des océans, les changements locaux de sécheresse, de pluviométrie, les changements des événements extrêmes qui deviennent de plus en plus importants. Voilà. Hein. Donc il faut bien voir que le climat se réchauffe. 1 degré, ça peut paraître pas beaucoup, mais les conséquences sont déjà très importantes et ça va continuer. Alors la cause, vous la connaissez, hein, c'est les émissions de gaz à effet de serre liées au pétrole, au charbon et au gaz, hein, c'est les principales, hein, tout simplement parce qu'on va chercher dans le sous-sol du pétrole, du charbon et du gaz et on le brûle. Cette combustion émet du gaz carbonique qui n'était pas dans le circuit de surface, ou du moins qui n'était pas depuis 100 millions d'années, l'époque de formation du pétrole. Donc on rajoute de ce gaz à effet de serre, hein, et le gaz à effet de serre, c'est un peu comme une couverture invisible qui empêche la chaleur de repartir vers l'espace. Hein. Et on n'en rajoute pas qu'un peu. Actuellement, on rajoute chaque année 40 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère par les activités humaines, par la combustion du pétrole, du charbon et du gaz. Je vais vous donner un seul chiffre, après on pourra repasser aux questions. Hein, et s'il faut, je préciserai un peu. Bien sûr.
Depuis 10 000 ans, depuis qu'on est dans une période naturellement chaude et jusqu'au début de l'ère industrielle, la teneur, ce sera le seul chiffre que je vais vous donner, la teneur en CO2, gaz carbonique, de l'atmosphère était de 280 parties par million. C'est-à-dire qu'il y avait 280 molécules de CO2 par molécule, par million de molécules dans l'air. Hein. 280 par million de molécules. Ça, c'est ce qu'il y avait depuis 10 000 ans, jusqu'il n'y a pas si longtemps. Et avec tout ce qu'on a rajouté, avec les activités humaines, et actuellement on est à 40 milliards de tonnes de CO2 par an, on est passé de 280 ppm à 420. C'est quand même une augmentation importante. Et concrètement, ça se ressent comment ? Alors, le problème du CO2... On est tous asphyxiés ? Non, parce que les teneurs... à chaque fois, j'oublie d'amener un petit appareil qui mesure les teneurs de gaz à effet de serre et de CO2 dans la pièce. Ici, dans cette pièce fermée, bon, on n'est pas très nombreux, mais là, je pense qu'on est peut-être déjà à 500 ou 600 ppm. On ne va pas mourir, il y a encore plein d'oxygène. Mais c'est une pollution environnementale qui change le fait que, si vous voulez... Je vais le faire maintenant. La chaleur du soleil, l'énergie lumineuse... On reçoit cette énergie lumineuse du soleil. Hein. Elle traverse l'atmosphère. Les nuages ont un rôle important aussi bien pour empêcher de rentrer que pour empêcher de ressortir. C'est important, mais le principe de base, vous avez l'énergie lumineuse qui traverse l'atmosphère. Au contact de la matière, cette énergie lumineuse est transformée en chaleur. Approchez votre main ou posez vos fesses sur une pierre noire en plein été. Vous vous brûlez. C'est l'énergie lumineuse l'énergie solaire qui a été convertie en chaleur. Cette chaleur veut repartir vers l'espace et c'est là qu'interviennent les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre entravent ce départ de la chaleur vers l'espace. Plus il y a de gaz à effet de serre, moins la chaleur repart. Donc c'est un peu comme une couverture invisible et on est en quelque sorte sous la couverture et on a augmenté la capacité de cette couverture, mais de façon importante. Résultat des courses, il y a le réchauffement. Il va continuer surtout parce qu'on continue les émissions de gaz à effet de serre. Le système a de l'inertie, mais il répond aussi, si on réduit nos émissions de gaz à effet de serre, le système répondra, et si on les réduisait fortement, on pourrait aller à l'objectif de 1,5 degré, mais ça va être difficile. Hein. Il vient d'y avoir la COP26, on peut parler d'actualité. Il y a eu la COP26. La COP26 a plutôt entériné une sorte d'échec sur cette question-là. Oui, alors le problème de la COP26, le problème, c'est utile. Moi, je pense que les gens se parlent à tous les niveaux, y compris au niveau international. Mais la COP26, pour reprendre ce que disait Greta, c'est vrai qu'il y a beaucoup de blabla. Mais il faut que les gens quand même se parlent et en discutent. Mais le problème, c'est qu'il y a 200 pays. Ils ont tous des intérêts divergents. Donc, il ne faut pas attendre monts et merveilles de ce genre de choses, même si, à titre personnel, je pense que c'est quelque chose d'utile. Hein. Voilà. Donc, en gros, le problème du réchauffement, c'est ça. C'est que les gaz à effet de serre qu'on rajoute dans l'atmosphère augmente, disons, la rétention de chaleur, hein, ça repart moins facilement vers l'espace. Et le réchauffement, le problème climatique, c'est pas que le réchauffement, évidemment. Il y a le niveau marin, le niveau des mers qui augmente à cause de la fonte des glaces et de la dilatation de l'océan. Hein. Il y a l'augmentation des tempêtes. Il y a l'augmentation, les changements. Il y a des zones où il y aura peut-être plus de pluviométrie, mais il y aura aussi beaucoup de zones plus arides. Et s'il y a des zones plus arides, eh ben, les gens seront obligés de partir. Ça a commencé. Et voilà, donc si vous voulez, il y a tout un cortège de conséquences. Et encore, je ne parle pas de la biodiversité et tout ça. Hein. Donc il y a beaucoup de mauvaises nouvelles associées au réchauffement climatique lui-même. Parce qu'évidemment, vous pourriez me dire, bah, écoutez, aujourd'hui, s'il faisait 1 degré de plus, on ne gueulerait pas. C'est un peu plus compliqué que ça. Marine Denis, merci beaucoup Alain. Marine Denis, j'ai une question que j'aimerais vous poser. Vous êtes juriste, vous travaillez sur la justice climatique. Alors il y a aujourd'hui des associations écologistes un peu partout dans le monde qui se lancent dans des actions un peu qui peuvent sembler curieuses, c'est-à-dire qu'ils considèrent que par exemple qu'un fleuve peut porter plainte ou une forêt
peut porter plainte contre un gouvernement ou l'ONU pour maltraitance. Qu'est-ce que vous pensez de ces actions entreprises aujourd'hui? Je crois qu'il y en a eu une en Nouvelle-Zélande ou ailleurs. Oui, alors ça participe d'un mouvement plus général de réflexion sur les droits de la nature, le fait d'accorder des droits à des entités non humaines, donc des animaux ou des fleuves. Peut-être pour remettre les choses un peu dans le contexte, il y a quelques décisions en la matière qui concernent surtout des fleuves. Donc ça a été le cas en Inde avec la Cour suprême indienne qui a reconnu la protection du Gange. C'était le cas avec une réserve naturelle également en Nouvelle-Zélande, au Canada. C'est souvent des espaces très liés aussi à la culture autochtone, donc à des communautés aborigènes qui sont en fait des gardiens de ces entités-là, qui vivent là, qui ont des croyances en fait liées à ces entités naturelles et qui du coup considèrent que ces espaces-là doivent être protégés. Alors, je n'ai pas analysé chacune de ces décisions. Je pense que ça procède d'une volonté de protéger davantage la nature, ce qui peut être très intéressant. Il y a quand même quelques aspects à contrebalancer à ce mouvement-là. Déjà, s'assurer que le fait de protéger des entités naturelles ne vienne pas porter atteinte aux droits humains. Je m'explique. Si vous vous mettez à protéger tous les espaces fluviaux, je pense à ça, ça veut dire que, logiquement, si vous allez au bout du raisonnement, il n'y a plus de pêche possible. Or, aujourd'hui, dans plusieurs pays, alors en France un peu moins, mais vous prenez le Vietnam, le Bangladesh, le sud de l'Inde, le Sénégal, enfin, ce sont des pays qui vivent beaucoup grâce à l'exploitation, le commerce, des ressources halieutiques, donc de la pêche. Donc il y a quand même cette dimension-là. L'idée, c'est pas de rendre plus vulnérables ou de précariser des personnes qui tireraient leurs ressources, enfin leurs revenus de ressources naturelles. Après, on peut s'interroger aussi sur l'équilibre. Le fait qu'on pêche, le phénomène de surpêche est aujourd'hui un véritable problème. Sauf que la plupart du temps, le risque, c'est d'abord de précariser le petit pêcheur qui va avec sa barque faire sa pêche à la main, et ça s'imposera assez moins au gros paquebot, au gros chalutier européen qui va naviguer dans les eaux sénégalaises, marocaines et rentrer en France. Donc il y a un certain curseur à trouver. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant d'un point de vue matériel, c'est au nom de quoi on considère aussi qu'un arbre ou un fleuve porte plainte contre l'humain. Les arbres ne parlent pas, les fleuves non plus. Donc, entre guillemets, en voulant donner des droits à la nature, on réaffirme simplement la possession des humains sur la nature. C'est-à-dire que je considère que mon séquoia est malheureux parce qu'il va être abattu. Je vais attaquer la décision d'abattage de l'arbre devant une cour administrative, devant un tribunal administratif. Oui, entre guillemets, je porte une voix qui n'est pas la mienne. Donc, moi, je suis assez dubitative avec ce processus-là. Je pense qu'il faut évidemment aller plus loin dans la protection des espaces naturels. Il y a tout un débat en France sur la protection des aires maritimes protégées. Est-ce que ça permet, entre guillemets, un renouvellement de la biodiversité? Est-ce que ça ne s'oppose pas au développement économique des territoires? Là, on est vraiment dans le cœur du droit de l'environnement. On sort un peu de la question climat et on est dans le vrai débat du droit de l'environnement qui est protection de l'environnement versus intérêt économique. Et ça se ressent si on regarde, donc là je pense aux aires maritimes protégées, mais vous regardez par exemple des parcs naturels en montagne. Il y a eu tout un débat l'été dernier, notamment dans certains parcs naturels de Chartreuse ou du Vercors, où des gardes forestiers alertaient sur le fait que le tourisme français, qui est une bonne chose pour la planète, là pour le coup c'est super pour le climat, les gens arrêtent de prendre l'avion pour aller partout dans le monde. Mais donc ils voyagent en France, on peut se dire ok c'est super, sauf que l'afflux de voyageurs, de randonneurs, de randonneuses dans ces parcs-là déforme aussi la montagne. Il y a beaucoup plus de passages, il y a plus de bivouacs, il y a potentiellement plus de déchets aussi. Et donc, est-ce qu'il faut aller vers une protection plus forte de ces zones naturelles-là? Oui, mais ça a aussi un coût pour l'attractivité du territoire. Et puis finalement, c'est aussi une façon de distancer aussi l'humain de la nature. Donc c'est vraiment des arbitrages qui sont complexes. En tout cas, moi, il y a une chose que j'ai vraiment envie de dire ici, c'est un propos peut-être un peu plus politique, mais on dispose déjà de beaucoup de choses dans le droit de l'environnement en France. On a beaucoup de textes, on a beaucoup de lois. Je ne suis pas certaine qu'il faille forcément aller vers de la création de droits. Par contre, si on appliquait ce qui existe déjà, on s'en porterait tous mieux. Alors, sans doute moins le secteur industriel, probablement, mais en tout cas, nos santé, nos environnements, notre biodiversité s'en porteraient mieux. Et je suis
mais abasourdi de voir le nombre d'actes dérogatoires, c'est-à-dire le contournement en fait du droit de l'environnement, permis essentiellement quand même par arrêté préfectoral. Ça aussi, je pense que c'est important de le dire. Donc on a un texte de droit qui existe. Le préfet prend une décision qui est une décision qui répond à des enjeux économiques pour la plupart du temps et qui va en fait permettre de déroger à ce droit de l'environnement. Et si déjà on arrêtait avec cette pratique quasi systématique de contournement du droit de l'environnement, on irait peut-être, on se poserait peut-être un peu moins de questions sur est-ce qu'il faut donner des droits aux tulipes, aux séquoias et aux poissons, et on se dirait peut-être, ok, il y a peut-être des choses un petit peu plus tangibles sur lesquelles travailler. En tout cas, c'est vraiment ma conviction. J'ai envie de prolonger votre réflexion en parlant à Bruno David. Bruno David, vous observez ces plantes. Est-ce que le séquoia pense je vous la pose toute go parce que c'est intéressant, un spécialiste du vivant, de nous dire si finalement les plantes sont capables d'une pensée, selon vous. Le séquoia est-il heureux ? Alors, ou le pissenlit. Le séquoia est-il un roseau pensant ? Voilà, non, on a tendance effectivement à projeter aussi ce que nous sommes sur le reste du vivant. Alors c'est assez facile si on pense à notre chien, à notre chat. Un poisson rouge, on commence à se dire, bon, c'est peut-être un peu plus différent. Et il y a une étude intéressante qui a été faite au Muséum, une fois de plus, le Muséum fait beaucoup de choses, sur notre empathie par rapport au reste du vivant. Donc, ce sont des scientifiques très sérieux qui ont fait ça. Et on a constaté que plus on s'éloignait de nous, Homo sapiens, dans l'arbre du vivant, dans l'arbre de l'évolution, moins on avait d'empathie. Autrement dit, on a plus d'empathie pour un primate, ensuite pour un mammifère, plutôt les carnivores d'ailleurs, parce que nous sommes plus proches des carnivores que des herbivores, ensuite les herbivores, etc. Et on finit, on en parlait tout à l'heure avec la méduse, où on a peu d'empathie. On n'aime pas la blatte, on n'aime pas le cafard. On n'aime pas bien, mais après il y a d'autres raisons qui viennent se greffer là-dessus. Il y a quand même des exceptions. On aime moins bien les serpents, même si ce sont des vertébrés, enfin... Bon, il y a des choses comme ça. Il y a une exception majeure dans le vivant, ce sont les arbres. On a beaucoup d'empathie pour les arbres, alors qu'on est très, très éloigné des arbres. On aime bien les arbres, donc on n'est pas dans une rationalité complète, mais c'est normal, on n'a pas à l'être d'ailleurs dans cette rationalité. Donc on a cette forme d'empathie. Et ça nous amène à aussi essayer de se mettre à la place d'autres espèces vivantes, y compris juridiquement. Et Marine a tout à fait raison de dire que c'est très compliqué et que ça peut quand même poser des tas de questions derrière. Et donc, on essaye de mesurer les choses en termes d'intelligence, parce qu'on se considère intelligent et qu'on considère que l'intelligence, c'est la manière, un étalon en quelque sorte, une métrique, si vous voulez, qui permet de mesurer la qualité, entre guillemets, d'un être vivant. Mais les plantes, elles ne fonctionnent pas comme ça. Elles fonctionnent en communiquant entre elles, à travers des molécules qui circulent dans le sol, qui circulent grâce aussi à des champignons qui vivent avec les plantes, des champignons symbiotiques qui sont à l'intérieur du sol. Et elles fonctionnent de manière totalement différente. Essayer de plaquer finalement ce que nous sommes sur des êtres vivants aussi différents de nous que le sont les plantes, donc y compris les séquoias, c'est un non-sens, biologiquement parlant. Donc on n'a pas la bonne unité de mesure. On ne regarde pas les choses avec la bonne unité de mesure. Donc il ne faut pas se poser les questions dans ces termes-là. Le séquoia, il existe, il est respectable. Je pense qu'il y a aussi des sujets d'éthique, même au-delà, et en même temps que les sujets juridiques. De quel droit, au nom de quoi aurions-nous le droit de priver nos descendants de la présence de telle ou telle espèce sur Terre ? Il y a déjà un sujet éthique. Au-delà de l'aspect que j'évoquais tout à l'heure sur le fonctionnement des écosystèmes qui nous rendent des services écosystémiques sans lesquels on ne peut pas vivre, il y a aussi un sujet éthique derrière. Et c'est une question qu'on doit se poser. Qui n'est pas forcément simple à résoudre, parce qu'on a toujours des tentations. Là aussi, on en parlait tout à l'heure. Je veux dire, je vais éviter d'écraser un chat ou de donner un coup de pied à un chat, parce que je considère... Enfin, je ne le ferai pas, je vous rassure, je ne le ferai pas, j'ai pas cette tentation. Par contre, si j'ai un moustique tigre qui se pose sur mon bras, ça va être moyen quand même. Et ça rejoint le droit. Ça rejoint la question de la place de l'humain sur Terre. Je disais que nous sommes une espèce vivante parmi d'autres. On a parfaitement le droit d'exister aussi. Et donc, toute la question est de savoir comment nous coexistons avec le reste du vivant. Et je ne parle même pas de cohabitation, on n'habite pas forcément ensemble. Mais comment est-ce que nous coexistons ? Et il faut qu'on se pose cette question et qu'on arrive à trouver des solutions, qui soient des solutions éthiques, qui soient des solutions philosophiques, qui soient des solutions juridiques, qui soient des solutions scientifiques de coexistence avec le reste. Aussi pour des raisons égoïstes, comme je le disais, c'est-à-dire que c'est notre survie aussi qui est en jeu. On a besoin du reste du vivant. Nous ne sommes rien sans le reste du vivant.
Nous respirons avec le vivant. S'il y a de l'oxygène sur Terre, c'est parce qu'il y a du vivant qui a produit cet oxygène à un moment donné, il y a très longtemps. Mais juste une petite parenthèse. L'oxygène nous paraît nécessaire, ça nous paraît un bénéfice incroyable, et tous les animaux, par exemple, fonctionnent avec de l'oxygène. Il n'y a pas un animal sur Terre qui n'ait pas besoin d'oxygène. On a besoin de cet oxygène, ça nous paraît essentiel. Et en même temps, quand on écoute les médias, mon cher Christophe, y compris France Inter, bien sûr, ou France Culture, on nous parle d'antioxydants. Vous ne sentez pas le paradoxe ? Il faut consommer des antioxydants. Les antioxydants, c'est contre l'oxygène. Pourquoi ? Vous êtes posé la question ? Vous voulez que j'y réponde ? Ah oui, je veux bien, oui. Pourquoi ? Parce qu'à l'origine de la vie, l'oxygène était considéré comme un poison. C'était un poison pour la vie. Et on a des micro-organismes, dans une époque très très éloignée, ça remonte à plus de 2 milliards d'années, tout ça, qui rejetaient l'oxygène. Donc on avait des organismes qui rejetaient de l'oxygène, et à un bout d'un certain temps, l'atmosphère a fini par devenir relativement oxygénée. Il y a eu un taux d'oxygène dans l'atmosphère qui est devenu important. Et il y a d'autres organismes qui se sont mis à utiliser cet oxygène comme quelque chose de positif. Ils l'ont utilisé dans leur métabolisme. Et en particulier, quand les animaux sont apparus, les animaux ont tous utilisé l'oxygène dans leur métabolisme. Mais en même temps, il fallait s'en défendre. C'est-à-dire qu'on est en même temps obligé de se protéger de l'oxygène et donc d'avoir des antioxydants pour se protéger de l'oxygène. Et maintenant, nous sommes sur une fenêtre physiologique très étroite, avec 21% d'oxygène dans l'atmosphère, qui fait qu'on a besoin de ces 21% d'oxygène. Si je vous mettais, il y a 300 millions d'années, dans une forêt de l'air primaire, où il y avait plus de 30% d'oxygène, vous auriez terriblement mal à la tête. Vous seriez très mal. Trop d'oxygène, c'est pas bon. Si je vous mets sur une planète où il y a plus que 10% d'oxygène dans l'atmosphère, vous n'êtes pas bien du tout. Et peut-être que tout à l'heure, vous me poserez des questions sur les planètes B, etc. J'ai toute une série d'histoires autour de ça. Ah bah écoutez, c'est passionnant. Je fais du teaser. On va donner la parole peut-être à la salle, mais avant, je voulais juste poser une question à Alain Mazot, une question de béotien, parce que finalement, il faut aussi, on est là dans une démarche de vulgarisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence qu'il y a entre la climatologie et la météorologie ? Alors, effectivement, c'est important. J'ai presque esquissé tout à l'heure. La météo, c'est au jour le jour. C'est saison après saison. Dans une journée, la température entre le matin où il fait 7 degrés, je ne sais pas, ce matin, et puis il va peut-être faire... on peut avoir plus de 20 degrés facilement dans une journée. Sur l'année, j'ai dit tout à l'heure, entre le moment le plus froid et le moment le plus chaud, c'est 50 degrés. Mais ça, c'est le court terme. C'est vraiment la météo. Après, on peut garder dans l'aspect météo la saison. Vous pouvez avoir un été pourri ou un été plutôt chaud. En plus, ça dépend des endroits. Mais disons que la météo, c'est court terme ou relativement court terme. Le climat, c'est à plus long terme. C'est quelques années, quelques dizaines d'années, pour tenir compte en quelque sorte de l'inertie du système. Donc c'est ça la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les choses ont changé depuis 30 ans ? Je pense que tout le monde pourra dire que oui. Ici, on n'est pas très loin de la montagne. Regardez les glaciers. Il y a quelques années, je suis allé à la mer de glace. Alors, un glacier, c'est déjà un intégrateur, comme on dit. S'il pleut ou qu'il fait chaud aujourd'hui, le glacier ne va pas changer. Si la saison est pourrie ou au contraire belle, le glacier ne va pas beaucoup changer. Si au fil du temps, en moyenne, sur des décennies, il y a un réchauffement et qui s'accélère, puisque c'est le cas actuellement, le glacier, il change. Allez à la mer de glace, si vous avez l'occasion. C'est vraiment très impressionnant, les escaliers qu'il y a maintenant pour descendre à la petite grotte de glace. Et parce qu'il y a des panneaux quand on descend. Et donc, il y a par exemple le panneau, le glacier était là en 1990. Et alors, vous regardez, mais alors c'est béant. Il y a peut-être 100 mètres de glace qui ont disparu. Le glacier est déjà un peu plus un intégrateur des changements météo. Et il montre que ces petites variations de quelques dixièmes de degrés sur quelques années, c'est ça qui compte pour l'état moyen, si vous voulez. La météo, il y aura toujours des variations, il y aura toujours des journées chaudes, des journées plus froides. Mais voilà, c'est quand même le changement global lié aux activités humaines et à la présence massive des gaz à effet de serre qu'on y met, qui fait que, en moyenne, le climat change
Et du coup, en moyenne, que ce soit les glaces, que ce soit le niveau marin, que ce soit l'acidification de l'océan, ce n'est pas un effet direct de la température, c'est simplement que tout le gaz carbonique qu'on émet à partir du combustion pétrole-charbon-gaz, en fait, tout ne reste pas dans l'atmosphère. Il y en a environ un tiers qui est repris par la végétation et progressivement enfoui dans les sols, à condition de ne pas tout déforester, évidemment. Il y a environ... Le CO2, il est soluble dans l'eau. C'est les bulles de gaz que vous avez dans l'eau pétillante, Perrier ou autre. Hein, c'est du gaz carbonique. Alors, elles peuvent y être mises artificiellement, hein, mais c'est du gaz carbonique. Il peut se dissoudre dans l'eau. Eh bien, le CO2 dissous dans l'eau a un caractère acide. Et ça gêne les coraux, ça gêne les organismes à microcoquilles de carbonate et tout ça. Ça gêne la croissance de pas mal du vivant de l'océan. Hein. Et ça reste important. La barrière de corail est en train de mourir à cause du réchauffement lui-même, à cause de l'acidification qui gêne tous ces organismes qui fabriquent les coquilles de calcaire. Parce que vous le savez, l'acide empêche, ou même si on y va à l'école avec une vraie bouteille d'acide, ça attaque le calcaire. Hein. Donc voilà, court terme météo, long terme climat. Et donc, les travaux du climat, c'est toujours sur cette notion-là, les travaux sur le climat, l'objectif final, c'est de savoir ce qui nous attend dans 20 ans, 30 ans, en 2050, 2100 et même au-delà, en fonction de différents scénarios, c'est-à-dire des scénarios où on réussit la transition écologique et donc où on réduit beaucoup nos émissions de gaz à effet de serre, des scénarios médians et des scénarios où on ne la réussit pas. Hein, voilà. Et la vraie différence et la vraie incertitude, même s'il y a des incertitudes scientifiques, la vraie incertitude, c'est une incertitude sociétale. Sur quelle trajectoire on va être? Hein, est-ce que ce sera une trajectoire qui nous amènera à 1,5 degré ou 2 degrés? Ou est-ce que ça va être une trajectoire qui va nous amener à 4 degrés? C'est ça la vraie incertitude. Hein. Eh ben, merci beaucoup Alain. Donc maintenant peut-être on va je sais pas, est-ce que vous avez des questions, des remarques ou envie de profiter de la présence de monsieur. Je vous en prie, vous avez la parole. Oui, je me demandais ce que vous pensiez de l'existence de la propriété privée et de la valeur d'échange économique. Est-ce que c'est pas un énorme frein au sauvetage de la planète, à l'existence de la sagesse justement? Je vais répondre avant de te laisser la parole. C'est certainement un frein, mais est-ce qu'on a vraiment mieux? Alors peut-être ça s'adresse à Marine Denis, peut-être la juriste. Alors il y a évidemment un sujet autour de la propriété privée, mais peut-être plus autour de l'accaparement des ressources par certains. Peut-être que c'est plus à ça qu'il faut, vers lequel il faut se tourner aujourd'hui. Et c'est tout le débat aussi sur l'appropriation. Je pense notamment le fait qu'il y ait dans certains pays aussi qui ont des systèmes de droit différents d'une autre, la possibilité pour des propriétaires terriens de détenir une forêt entière, détenir un accès à l'eau, d'en priver d'autres. Justement. Donc là, c'est pas parce qu'il y a de la valeur d'échange et de la propriété privée qu'il y a de la corruption et qu'il y a possibilité d'accumuler justement et d'empêcher les lois d'être établies, d'empêcher des gens d'être embauchés pour vérifier que les lois sont bien établies. Est-ce que c'est pas justement la valeur d'échange et la possibilité du coup d'accumuler, puisque quand il y a de la valeur d'échange, il y a de la corruption et donc on laisse la porte ouverte à l'accumulation, puisque c'est eux qui dirigent, c'est les plus riches, qui ont aussi les moyens de production dans les mains, les moyens médiatiques pour faire passer leurs idées. Est-ce qu'on peut vraiment sauver la planète avec la valeur d'échange ? En fait, là, je pense que votre question, elle touche au capitalisme même. Et comment est-ce qu'on arrive est-ce qu'on peut envisager de sortir de cette économie capitaliste pour aller vers plus de protection de l'environnement? Je pense que ce sont des objectifs... il y a du théorique, il y a une ambition politique derrière. Moi, j'ai du mal à intégrer ces réflexions-là dans le quotidien, parce qu'on vit au milieu aussi de cette économie marchande, de ces flux. Et je n'aurais qu'une réponse, alors c'est peut-être très modeste et peut-être pas assez ambitieux, mais aller déjà vers plus de régulation. Dans l'espace européen, c'est une première chose. Arriver à avoir du coup une Union européenne assez forte pour pouvoir négocier aussi avec des partenaires extérieurs. Typiquement, les accords qui ont été menés, les accords commerciaux entre l'Union européenne et le Brésil, notamment pour l'importation aussi de viande bovine, nourrie au soja, etc., a fait beaucoup débat. Peut-être que c'est en ayant déjà des alliances régionales très fortes avec un droit qui est
bien réglementé, avec des régulations et des contrôles aussi, et là-dessus je rejoins ce que vous dites, qu'on peut ensuite peut-être négocier avec des pays voisins. Mais là, c'est une critique quasiment systémique que vous portez. C'est une question philosophique, même, je dirais. Et c'est très juste. Je pense que ça soulève plein d'interrogations, mais je ne sais même pas par où commencer, en fait, quand vous me posez cette question-là. Je me dis, OK, très bien, alors vis-à-vis de quel acteur il faut s'adresser, et ça devient... Enfin, moi, personnellement, je trouve que ce sont des questions intéressantes, mais qui amènent un peu vers un vide abyssal, parce que c'est trop énorme, la machine paraît trop énorme, entre guillemets. Donc peut-être faire déjà avec ce qui existe, faire en sorte qu'il soit appliqué, et qu'il soit concret, qu'il soit effectif, et après, aller vers une plus grande remise en question. Après, tout dépend le regard qu'on pose vers le bien commun. Hein. C'est vrai qu'au fond, est-ce qu'on considère que propriété ou non, finalement, on est tous les copropriétaires du lieu où on habite. Et à ce moment-là, est-ce qu'on en est conscient, ou est-ce que finalement, il y a une espèce de laisser-aller, d'indifférence générale? Finalement, moi, je me souviens très bien d'avoir fait une émission comme ça, où il y avait une jeune zadiste qui était venue et qui avait dit, sur France Inter, et qui avait dit... c'est le capitalisme qui pollue. Et c'est vrai que je lui avais fait une remarque, alors qu'évidemment, il lui avait peut-être pas plu. Je lui ai dit oui, mais en même temps, regardez, Tchernobyl, c'est arrivé dans un pays qui se voulait socialiste. C'est-à-dire qu'il n'était pas un pays capitaliste. La Chine de Mao Tse-tung polluait à l'extrême, finalement. Alors, est-ce qu'il y avait bien commun, ou est-ce qu'au fond, il n'y a pas quelque chose dans l'homme ou dans la nature humaine à modérer, à réformer, quoi? Est-ce que ce n'est pas une révolution intérieure à laquelle il faudrait aller? Voilà, c'était une réflexion que je vous donne. Est-ce que vous avez d'autres remarques, d'autres questions, madame? Bonjour. Justement, je me posais la question si le consommateur lui-même, en fait, c'est-à-dire la population, suffirait, c'est-à-dire le comportement du consommateur suffirait pour changer les données, en fait, Alors, qui pourrait répondre à cette question? Le comportement, peut-être Alain Mazeau, ou Bruno, vous voulez essayer de répondre à cette question qui ne vous concerne pas tout à fait, mais... On peut répondre, parce que c'est une question sur laquelle je me suis quand même penché dans ce livre sur la 6e extinction à propos de la biodiversité. Ça pose la question il faut agir, mettons qu'on agisse, et ça pose la question du consumérisme. Ça pose vraiment la question de la consommation. Alors, je vais prendre un exemple caricatural, parce que la question derrière, c'est pas parce que j'ai les moyens économiques d'acheter quelque chose que je dois le faire. Pour d'autres raisons, pour des raisons environnementales, pour des choses comme ça. Si j'avais les moyens d'avoir un jet privé, qui a les moyens d'avoir un jet privé? Personnellement, personne. Désolé. D'accord, moi non plus. Très très loin de là. C'est pas parce que j'ai les moyens d'avoir un jet privé que je dois m'en acheter un. C'est pas parce que j'ai les moyens d'avoir une voiture style Hummer, là, ces machins américains absolument incroyables qui me désespèrent chaque fois que j'en vois un. Que je peux en acheter un. Il peut y avoir une régulation. Alors, on va prendre l'exemple de Hummer, parce que ça vaut... Alors, je me suis renseigné, ça vaut 100 000 €. Ce véhicule, c'est énorme dehors, ça consomme, et il n'y a pas de place dedans, en gros, si on résume. C'est un truc complètement stupide. Moi, je serais pour qu'on mette 300 000 € de taxes sur un véhicule qui en vaut 100 000. Ça ne me gênerait pas du tout. Après tout, au moins, et à condition, évidemment, que ces taxes puissent être reversées pour des actions en faveur de l'environnement, par exemple, plutôt que de l'interdire de manière absolue où il y aura des contournements. Donc ça pose vraiment la question du consumérisme. Mais si on descend encore, parce que là on est sur des échelles qui ne sont pas nos échelles, mais si on descend encore, le pantalon qu'on a sur nos jambes là, en ce moment, combien j'en ai dans mon armoire, de combien j'en ai besoin, est-ce bien raisonnable? Donc c'est vraiment des actes de consommateurs. Et je pense qu'à travers ça, les consommateurs, ils peuvent avoir une action. Alors ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait de l'action politique derrière, des actions à une autre échelle. Peu importe le système, on ne va pas discuter de système politique, mais il faut qu'il y ait aussi une action politique. Et en tant que président du muséum, je me suis aussi posé une question supplémentaire, et j'ai vraiment pris mon bâton de pèlerin dans cette direction-là, c'est qu'entre le politique et le consommateur individuel, il y a les entreprises. Et les entreprises, quoi qu'on en pense, elles ont un levier d'action parce qu'elles ont de l'argent et elles ont la capacité d'agir vite. Mais elles n'agissent pas vite gratuitement. Ce n'est pas pour la beauté du geste qu'elles vont agir. Elles vont agir sous une pression, une sorte de pression collective, de pression ambiante où elles ont besoin d'une certaine image. Elles vont être à la recherche d'une certaine image.
Et je pense qu'il faut aller voir ces entreprises. Moi, je vais les voir. Je vais faire des conférences devant les entreprises pour leur raconter où est-ce qu'on se trouve sur cette fameuse trajectoire en direction d'une 6e extinction. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce que ça veut dire? Et je leur dis, vous devez agir. Et vous devez intégrer les sujets environnementaux, et en particulier les sujets de biodiversité, non pas vous dire, une fois que vous avez fait votre boulot d'entreprise, il me reste un peu d'argent, qu'est-ce que je peux faire avec pour sauver la planète, en gros, mais vous devez l'intégrer en amont dans votre stratégie d'entreprise. C'est aussi important que votre parc de véhicules, vos locaux, votre activité X ou Y. Et il faut que vous arriviez à le faire. Et là, vous avez des leviers d'action qui sont des leviers importants. Alors, si je vais dans des entreprises, et je pense qu'il faut aller voir les entreprises les pires, celles qui portent le plus atteinte à l'environnement. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a les marges de progrès les plus importantes. Si je vais voir déjà des gens vertueux, on fait une intervention devant vous ce matin, mais vous êtes déjà convaincus, pratiquement parce que vous êtes déplacés pour venir nous écouter. Donc on ne va pas gagner grand-chose pour la planète. Si par contre on fait la même intervention devant un cénacle de gens qui ne sont pas du tout convaincus, si on en convainc qu'un petit morceau d'un, là on aura gagné quelque chose de supplémentaire. Je vais vous donner un exemple très concret. J'ai été invité il n'y a pas très longtemps, et je suis réinvité d'ailleurs dans un autre truc du même genre, par HSBC, la banque. J'avais déjà été invité une première fois il y a 4 ans, il m'avait donné 10 minutes devant le board d'HSBC. Je ne vous dis pas, moi je suis biologiste quand même, à l'origine, je vous le rappelle. J'avais 5 personnes en face de moi qui brassaient des milliards, et ils m'ont dit en 10 minutes, vous pouvez nous expliquer la situation. Bon, j'y étais allé, j'avais fait le truc, et là ils m'ont réinvité à faire une conférence de 45 minutes devant leurs investisseurs. Donc des gens aussi qui brassent des milliards d'euros. Et je me suis dit, si j'arrive à convaincre dans le cerveau d'une de ces personnes, si j'arrive à changer 10% du fonctionnement de son cerveau, mais j'aurais fait un pas énorme. Donc c'est ça aussi qu'il faut essayer de faire, c'est essayer d'aller convaincre ces gens-là. Et ils sont quand même réceptifs parce qu'ils sont très inquiets. Ils sont très inquiets parce qu'ils considèrent qu'il y a une opinion publique qui est en train de bouger, et qui fait que les gens, maintenant, nous sommes de plus en plus conscients des problèmes et nos comportements changent et évoluent en fonction de ça. Et ils sont très inquiets aussi parce qu'ils investissent, enfin, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont dit, et qui se demandent jusqu'à quel point les écosystèmes vont être déstabilisés et jusqu'à quel point ça va perturber leurs investissements. Vous voyez, c'est très égoïste comme démarche. Et il faut leur faire peur avec ça. Mais pas leur faire peur de manière irrationnelle, il faut leur faire peur de manière rationnelle. Et là, il y a des marges de progrès énormes. Ça ne change pas le système politique, d'accord, mais ça peut faire bouger les choses, ça peut peut-être faire bouger les lignes. Et moi, je me suis rendu compte qu'il fallait aller parler aux plus méchants d'entre eux. Parce que c'est là qu'il y a de l'impact. C'est marrant que vous disiez ça, Bruno, parce qu'hier soir, ici même, on a fait un débat avec des chefs d'entreprise et certains disaient, mais nos clients demandent qu'on respecte l'environnement. Donc ils étaient finalement pour des raisons, si vous voulez faire des affaires, il fallait respecter ces normes environnementales parce que les clients le demandaient. Vous voyez, c'est là où on voit l'évolution des mentalités. Alain Mazeau, oui. Oui, je voulais juste rajouter un mot. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce que Bruno a dit. Mais si on veut que les choses changent, il me semble qu'il faut que dans la compta, en quelque sorte, des entreprises, le coût des dégâts écologiques soit pris en compte. Regardez l'exemple récent de l'histoire de l'acierie qui a failli être délocalisée en Allemagne juste parce que le charbon coûtait moins cher. Coûtait moins cher parce qu'on ne tient pas compte du coût écologique. Donc il faut intégrer dès le début dans le système économique le coût environnemental. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas économiste. Quand je fais le plein, je trouve que l'essence est chère. Mais n'empêche que je pense que la taxe carbone, par exemple, doit exister. Ça ne fait pas plaisir, mais il faut. Il faut d'une façon ou d'une autre que les dégâts causés à l'environnement, bref, que l'atmosphère, ce n'est pas juste une poubelle, il faut que ce soit pris en compte dans le bilan financier pour que les gens se disent, même sans état d'âme, ah zut, ça va nous coûter trop cher d'aller faire du charbon. Alors qu'actuellement, ce n'était pas le cas. Il a fallu, si j'ai bien compris, que le ministre dise, bon, quand même, peut-être pas. Bruno David, vous vouliez réintervenir. En fait, on a un vrai problème de mesure. On mesure notre activité avec un truc qui, depuis des décennies, s'appelle le PIB, produit intérieur brut.
Et on regarde ça comme un thermomètre en disant c'est bien, c'est pas bien, ça augmente, ça diminue, si ça diminue, c'est une catastrophe, etc. Et ce PIB n'intègre pas, ce que vient de dire Alain, les pressions environnementales. Il faut qu'on change de métrique. Nos politiques, nos dirigeants, les chefs d'entreprise, etc., ils ont l'œil rivé sur ce genre d'indicateurs. Mais il faut qu'on arrive à faire changer ces indicateurs. Et il y a une très belle étude qui a été faite aux États-Unis sur différents États américains. Pas la totalité des 50, mais quand même un assez grand nombre d'États, et qui a mis en corrélation le nombre d'espèces en danger, liste rouge de l'UICN, et le PIB de l'État en question. Et on s'aperçoit que plus le PIB est élevé, plus il y a d'espèces en danger. Autrement dit, plus la pression sur l'environnement est élevée, mieux le PIB se porte. On marche sur la tête. Donc il faut qu'on ait un PIB vert, qu'on ait sans jeu de mots, pas un PIB vert, hein, un PIB vert, mais qui intègre ces sujets d'environnement, que ce soit la quantité de CO2 qu'on émet dans l'atmosphère, que ce soit les pressions sur les forêts, sur les océans, la quantité de plastique que l'on utilise, etc., etc. Il faut qu'on arrive à faire changer ça. Alors je suis très pessimiste là, je ne sais pas comment on va y arriver, hein, mais en fait c'est ça qu'il nous faudrait. Et on s'apercevrait que le PIB de la Chine qu'on vantait il y a quelques années en disant ils ont 6% d'augmentation de points de PIB en plus chaque année, etc. Mais c'est un PIB catastrophique, ils étaient en train de détruire leur pays, d'ailleurs ils doivent continuer et maintenant ils détruisent l'Afrique. Mais il faut qu'on arrive à faire changer ça. Mais je ne sais pas comment. Hein. Maintenant, si vous avez la recette, je suis preneur. Hein. Mais c'est peut-être une recette collective aussi, une pression collective, là aussi. Hein. Oui, exactement. Mademoiselle, vous vouliez parler, madame. Oui, je me demandais, est-ce que par rapport à nos régimes alimentaires, ça peut aussi causer des problèmes sur la planète? Il faudrait du coup faire quoi pour changer, juste à partir de ce qu'il y a dans notre assiette, la planète un petit jet? Manger différemment? Qui veut nous répondre à ça, Bruno, peut-être? Oui, si vous voulez. La façon dont on se nourrit que du vivant. On ne mange pas de cailloux, jusqu'à preuve du contraire. Donc on a vraiment besoin du vivant. On se nourrit de végétaux, d'animaux, en gros. Biologiquement parlant, c'est pas absurde. Nous sommes omnivores. Donc c'est pas absurde. Après, c'est une question de ratio. Et c'est une question aussi de comment tout ça est produit et qu'est-ce qu'on consomme. On nous dit que manger des poissons, c'est bien. Sauf que quand on mange des poissons, on mange des super prédateurs. C'est-à-dire combien est-ce qu'il faut de kilos, je vais faire très simple, de kilos d'algues pour fabriquer 1 kilo de thon? C'est ça la question. Et comme le thon se nourrit lui-même d'autres poissons qui se nourrissent eux-mêmes d'autres poissons qui, eux, sont des herbivores, on voit bien qu'on est au sommet de la chaîne alimentaire et que quand on consomme 1 kilo de thon, on a consommé plusieurs tonnes d'algues, en fait, en équivalent. Donc il faut qu'on arrive à descendre dans cette chaîne alimentaire et à pas manger des top prédateurs, notamment quand on est en mer, parce que c'est surtout en mer que ça se passe. Et en plus, en mer, on est dans un système de chasse et de cueillette. Hein. On n'est pas dans un système d'élevage. Et quand on est dans un système d'élevage, on est sur un système d'élevage très pernicieux, où on va nourrir les grands poissons d'élevage, cabillaud ou thon, avec des petits poissons qu'on sera allé pêcher avant. Alors il y a des entreprises, j'en ai rencontré une, qui justement essaye de produire des protéines végétales à partir de plancton végétal pour aller nourrir les thons dans les élevages de Norvège. Donc il y a quand même des solutions, hein, mais c'est assez compliqué et il faut effectivement, globalement, qu'on change de régime alimentaire, sachant que là aussi, mais c'est Marine qui va répondre, il y a des grosses injustices entre différents endroits de la planète et différentes catégories de la population, même dans un endroit privilégié de la planète comme ici. Marine, vous êtes d'accord pour répondre? Oui, bien sûr. Je voulais juste dire un mot sur la question précédente, sur l'attitude du consommateur. Il y a un nouveau sondage qui a été mis en ligne par l'ADEME, qui est l'administration française, qui permet en fait d'estimer votre bilan carbone ou combien de planètes vous consommez par an dans vos habitudes alimentaires, parce que si vous prenez l'avion, si vous achetez tout le temps des nouvelles choses, des produits IFI, etc. Et donc ça a été mis en ligne, je crois, il y a 2 semaines. C'est sur le site de l'ADEME, donc ademe.gouv.fr, j'imagine. Et ça peut être intéressant aussi pour voir ce que vous pouvez très concrètement changer dans vos habitudes, sachant que là aussi, il y a une responsabilité qui est évidemment collective, puisque si vous achetez des vêtements, c'est aussi parce que on vous donne envie d'acheter des vêtements. Et, enfin, il y a aussi toute cette chose-là à déconstruire qui est importante. Sur la question du coup de l'accès à l'alimentation, une alimentation saine et digne aussi, il y a une vraie question de justice sociale. On n'en a pas forcément beaucoup parlé jusque-là dans nos échanges, mais on a eu très souvent tendance à décorréler la question du climat de la question sociale. C'est très compliqué aujourd'hui de parler d'environnement ou d'écologie dans certains milieux populaires.
que ce soit dans des quartiers urbains ou dans des zones périurbaines. Vous habitez à Bourgoin-Jallieu, vous devez prendre votre voiture pour faire 40 km pour aller travailler dans votre zone industrielle sur laquelle vous irez acheter un steak frites parce que c'est le seul truc disponible, et vous repartez au boulot et vous reprenez votre voiture. Enfin, vous avez déjà eu un quota carbone énorme et vous gagnez peut-être juste 1 500 € par mois et vous faites partie de ces gens-là que l'écologie peut être, vers qui l'écologie peut être adressée de façon très punitive, et ça c'est un vrai problème. Enfin, c'est un vrai problème. Oui, la question de l'écologie punitive, elle est fondamentale. Oui, bien sûr. Et c'est la même chose. L'écologie ne doit pas être punitive. Voilà, vous êtes en Inde, dans un quartier musulman, vous mangez de la viande. Vous en mangez peut-être même plusieurs fois par semaine. Et pourtant, vous n'avez pas de voiture. Donc voilà, il faut aussi choisir un peu ses combats. Moi, j'aime bien ces idées de sondage, entre guillemets, qui sont faits pour savoir combien de planètes on consomme, parce qu'on a aussi le droit de choisir. Moi, je mange très peu de viande, je m'en fiche, c'est pas important pour moi. Par contre, effectivement, ce sera peut-être plus difficile de me dire qu'à tout jamais, je prends plus l'avion, parce que j'ai des amis qui habitent à l'étranger. On a aussi le droit d'avoir cette marge de manœuvre. Et dans le régime alimentaire, je pense que c'est la même chose. Sans tomber dans les débats sur le véganisme, qui sont des débats aujourd'hui autour desquels on cristallise beaucoup de tensions. On a le droit d'être végane, on a le droit de manger de la viande, je pense qu'on a le droit de tout ça. La question, c'est la mesure et aussi la conscience du choix que l'on fait et pour quelles raisons on le fait, et avoir une certaine cohérence derrière tout ça. Une personne qui mange de la viande 1 fois par semaine, mais qui consomme que local parce qu'elle a accès à ça, qu'elle a les moyens de ça, bah pourquoi pas. Mais moi, j'ai vu à certains, surtout dans des universités américaines, canadiennes, beaucoup de régimes véganes proposés, dans lesquels la plupart des éléments composés venaient d'Amérique du Sud, beaucoup de choses avec de l'avocat, de l'amande. Bon, pourquoi ? Enfin, est-ce que c'est finalement très cohérent ? Voilà, donc tout ça, c'est une question aussi de mesure et de choix éthiques que l'on fait individuellement. Maintenant, il faut avoir conscience, et moi j'aime beaucoup cette idée du bien commun aussi, qu'on partage la planète avec des souhaits, des désirs, des convictions qui sont différentes, mais qu'in fine, on a tous intérêt à ce que ça se passe quand même relativement bien. Et là où je pense qu'il y a un vrai sujet, presque un sujet de société à mener, c'est quand les écarts sont trop importants. L'enjeu, c'est pas le Sénégalais qui mange du poisson tous les jours. C'est vraiment pas ça. L'enjeu, c'est peut-être la différence monstrueuse qu'il y a d'écart entre les revenus économiques et d'écart dans les accès à une nature propre et à une nature saine, entre nous en France qui pouvons aller dans des parcs naturels sans nous poser de questions et des gens qui n'ont plus accès à des eaux propres, à des rivières propres ou à des zones forestières parce qu'elles sont privatisées par des groupes agroalimentaires, et je pense notamment au cas du Brésil où c'est quand même un phénomène récurrent. Et c'est là où il y a des vrais sujets de justice sociale. Alors Alain et Bruno ont demandé la parole, mais d'abord peut-être on va donner la parole à madame et ensuite vous conclurez. Alain et Bruno, ça sera vos paroles. Alors on va répondre, écouter toutes les questions, bien sûr. Merci de votre intervention, et je voudrais savoir où est-ce que vous placez le rôle des collectifs citoyens qui, en dehors d'une action, un comportement individuel, donc se rassemblent et là, sur du long terme, mènent une action qui parfois peut être très concluante et très positive sur la question environnementale, mais il faut du temps. Il faut que les citoyens puissent se regrouper, s'appuyer sur la juridiction aussi, pouvoir réfléchir. Voilà, est-ce qu'on a le droit de finalement se positionner en collectif pour défendre des terrains, défendre des choses qui nous paraissent importante du point de vue environnemental, et où est-ce que vous placez ce rôle-là de rassemblement et où les gens peuvent se sentir aussi plus forts? Il est même important ce mouvement citoyen, c'est mondial, hein. On l'a vu avec Greta Thunberg, on l'a vu, il y a un mouvement, une lame de fond qui traverse tous les pays occidentaux. Peut-être Marine Denis, pardon. Oui, alors je vais pas être très objective, évidemment, je suis dans le milieu associatif. Vous en êtes plusieurs années, mais de ce mouvement. J'y suis très favorable. Je pense que c'est aussi un outil de sensibilisation, c'est un outil politique fort, parce qu'à plusieurs on est plus fort, on se sent plus fort, on se sent aussi plus compris, et puis c'est un outil aussi d'émancipation démocratique. Enfin, je veux dire, le droit de l'environnement, il est fait en partie par le Parlement, ça représente les intérêts aussi de la société, on a le droit de s'en saisir et on a raison aussi de le faire. Donc il y a cette notion de démocratie quand même environnementale, de l'accès à la justice environnementale et de démocratie environnementale qui sont des vrais
concept qui existe. La Convention d'Aarhus, c'est une convention signée par tous les États de l'Union européenne sur l'accès à la justice environnementale. Et par des actions que vous menez, ça prend tout son sens. Et ça peut aller de faire un potager dans sa cour d'immeuble à soumettre un projet de toilette sèche au budget participatif de la ville, à s'opposer, contester via France Nature Environnement un arrêté préfectoral sur je sais pas, la construction d'une énorme zone commerciale à côté d'une zone agricole. Enfin, il y a plein de choses possibles et ça fait partie aussi de la démocratie. Madame, vous vouliez également prendre la parole. Oui, tout à l'heure, vous parliez donc de l'alimentation. Comment dire, est-ce qu'on ne pourrait pas tout rajouter au niveau de la précarité? Vous prenez une personne aujourd'hui, on va dire, qui est au RSA, qui va prendre, on va dire, un petit plat préparé, parce qu'un coup de micro-ondes de 2 minutes, elle pourra plus le financer que de se faire des bons légumes cuits pendant 1 heure ou 2 sur du gaz, parce que financièrement, elle ne pourra pas payer le gaz. Et tout ça, je dirais malheureusement, il y a un circuit aussi qui pousse de l'obésité, qui pousse plein de choses en fait, et c'est pas que l'environnemental pur, c'est très large et ça se réfléchit vraiment sur, comme vous disiez tout à l'heure, sur plein de côtés, mais ça a son importance aussi de dire qu'aujourd'hui, en effet, c'est peut-être moins cher d'aller chercher des carottes à côté, mais sauf que je pourrais pas les faire cuire parce que j'ai pas assez d'argent pour me payer le gaz. Il faut avoir les moyens de sauver la planète, quoi. C'est ça que vous dites, hein. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir à ça, peut-être Bruno ou Alain? Oui, je vais en profiter. Donc, je suis d'accord, évidemment, il faut de la justice sociale, et c'est sûr. Hein. Mais ce n'est pas les gens qui sont le plus nécessiteux qui émettent le plus de CO2 hein, et d'autres qui polluent le plus au final. Qui pollue? Qui pollue? Eh bien, on va prendre un exemple simple. Aux États-Unis, les 3 voitures les plus vendues, c'est 3 gros 4x4. Chaque Américain, en moyenne, émet 3 fois plus de CO2 qu'un Français. Vit-il 3 fois mieux? Et nous, on émet, je ne sais pas combien de fois plus qu'un Sénégalais. Hein. Voilà. Donc, il y a beaucoup de chemin à faire pour qu'il y ait les fameuses prises de conscience, pour que les gens se disent pas, je vais être direct, je m'en fous, je m'achète mon gros 4x4. Il y en a moins, les choses évoluent, mais il en reste. Alors, Alain, vous vouliez prendre la parole. Oui, je vais aller vite. Hein. L'autre point, c'était juste une remarque. Écologie punitive. Ah non, oh là là, écologie punitive. Il faudra bien se dire qu'on n'arrivera pas aux choses, aux objectifs qu'il est raisonnable de se fixer pour nous, pour la planète, mais finalement pour nous, d'une manière globale, sans contrainte. Après, comment la répartir ? Bruno David. Oui, alors derrière l'écologie punitive, en fait, il faut faire naître en fait un désir, parce que c'est par là que ça passe. Si on n'a pas un minimum le désir de changer, ça ne marchera pas. Il y a un sujet d'acceptabilité sociale, et je ne pense pas qu'on puisse imposer les mêmes contraintes à tout le monde, parce qu'on n'est pas tous dans la même situation. On n'a pas les mêmes revenus, on n'a pas le même âge, on ne vit pas au même endroit. Il y a des ruraux, il y a des urbains, il y a des gens qui ont des enfants à charge, qui n'ont pas d'enfants à charge. Enfin, la vie est compliquée et on est tous dans des situations différentes. Donc on ne peut pas appliquer les mêmes pressions sur tout le monde. Et il faut, ou si on applique la même pression, il faut qu'il y ait un retour sur les personnes qui sont en situation de fragilité, qu'il y ait un retour financier vers elles s'il y a eu un prélèvement à un autre endroit. Donc il y a tout ça qu'il faut dire. Et puis, sinon, pour conclure, alors. Oui, alors je vous écoute. Vous voulez parler de la. Je vais vous faire rêver. Je vais raconter un petit conte, une petite histoire. Donc soyez très attentifs. Hein. Je vous raconte une histoire. Chouette. On pense que la technologie va nous sauver. J'ai même 2 histoires. Je ne sais pas si j'ai le temps d'en avoir 2, mais je vais en prendre une. On pense que la technologie va nous sauver et on entend souvent sur les ondes, y compris à la radio et même sur les meilleures radios qui soient, les astronomes ont découvert une planète B. On a une planète B, il y a une Terre bis quelque part dans l'univers. C'est fantastique. Et certains franchissent assez rapidement le pas en disant il y a pas de problème, une fois qu'on aura tout cochonné ici, il n'y aura qu'à aller sur la planète B. Ah oui, c'est simple. Puisqu'il y en a d'autres. Pourquoi on se gênerait? Alors très concrètement, on a effectivement trouvé une planète B qui s'appelle Proxima B, qui est dans Proxima du Centaure. Proxima du Centaure, c'est notre voisin. C'est le système solaire le plus proche du nôtre. Il n'y a pas plus proche. Hein. Et on a trouvé une planète, Proxima B. Alors, simplement, les ondes radio mettent 55 ans à nous parvenir depuis Proxima B. Elles mettent 7 minutes depuis Mars. Alors, si je fais une règle de 3, compte tenu du temps qu'il faut aller sur Mars, etc., ça veut dire qu'il faut entre 20 et 50 000 ans pour aller sur Proxima B.
Mais comme je suis conscient et convaincu que la technologie va nous sauver, je me dis, mais on va trouver un truc, on va y aller en 3 mois. OK, on va en 3 mois sur Proxima B. Vous me suivez jusqu'à présent, hein? Oui. On va en 3 mois sur Proxima B. On imagine que l'atmosphère est convenable, mais il y a encore un truc que les astronomes nous ont dit, c'est que Proxima B ne tournait pas sur elle-même. Il y a un côté très chaud, un côté très froid. Au milieu, c'est tiède, mais comme on est malin, on se pose là où c'est tiède. On n'est pas fou quand même. L'atmosphère est respirable, tout va bien. On sort de la fusée, mais Proxima B, elle a une masse 1,7 fois la masse de la Terre. Ça veut dire que l'atmosphère, même si elle a la bonne composition, 21% d'oxygène, le reste en azote en gros et des gaz rares, un tout petit peu de CO2, pas trop de CO2, pas plus de 280 ppm, mais on peut monter à 600 quand même. Tout va bien, on sort, mais il y a quand même une atmosphère qui est très pesante, ce qui fait que nos muscles respiratoires ne sont pas suffisants pour qu'on puisse respirer. Donc il nous faut une assistance respiratoire. Mais ça, on sait faire avec la technique, pas de problème. Vous êtes d'accord? Vous y allez. Jusque-là, je vous suis. Jusque-là, vous suivez. La gravité, 1,7 fois la gravité de la Terre. On est collé par terre. On ne peut pas se mettre debout. Donc il faut un exosquelette. Bon, on sait faire, mais un exosquelette. Gravité 1,7 fois la masse de la Terre, notre cœur n'est pas capable de faire remonter le sang au cerveau. Ça commence à devenir embêtant. Donc on se dit, on n'est pas bien. J'ai envie de rentrer. Donc on se dit, on va rentrer. Mais pour rentrer, il faut s'arracher à la gravité de Proxima B. Donc il faut une fusée considérablement plus puissante, parce que ça n'est pas une question linéaire, ce n'est pas simplement 1,7 fois plus puissante, c'est énormément plus puissante que la fusée qui a servi à y aller. Donc il faut que cette fusée, elle existe, qu'elle ait le carburant nécessaire, enfin, etc. Donc voilà. Donc il faut arrêter de rêver, on est sur cette Terre, c'est la seule qu'on ait, on n'ira pas ailleurs, et il faut essayer de se comporter à peu près proprement sur cette planète. Très jolie première histoire. Alors voilà, merci pour cette belle histoire. Alors peut-être Bruno, votre dernière histoire, et puis on dira qu'on arrête là-dessus, sauf si vous avez d'autres questions, bien sûr. Alors la dernière histoire, c'est encore une histoire par rapport à la technologie. Donc on est capable de faire des fusées, je viens d'en parler pour Proxima B, on est capable d'envoyer Persévérance sur Mars, on est capable de faire la station spatiale, où était Thomas Pesquet jusqu'à il n'y a pas longtemps. Ça fait rêver, c'est une aventure humaine extraordinaire qui répond à un besoin de curiosité de notre espèce et je trouve ça magnifique. Et ça consomme sans doute beaucoup d'énergie, ça consomme du CO2. Mais en même temps, on répond à notre besoin de curiosité. Alors je dirais pas la même chose du tourisme spatial de M. Bezos qui vient la main sur le cœur à Glasgow dire il faut faire un effort pour la planète. Il est venu en jet privé et il envoie des touristes dans l'espace. Bon, il y a peut-être une contradiction. Mais bon, notre technologie, on fait des choses incroyables avec. Mais parce qu'on est dans le monde de la physique et on peut mettre les choses en équation. Dès qu'on s'adresse au vivant, on ne peut pas mettre le vivant en équation. Il faut accepter, il faut être relativement humble, il faut cesser d'être arrogant. On ne va pas gérer la planète, on ne va pas gérer le vivant de la planète, on ne va pas transformer les continents en jardin et les océans en aquarium. On ne saura pas faire, ça va nous revenir dans la figure. Et il y a un exemple emblématique de ça que j'aime beaucoup, qui sont les punaises de lit. Les punaises de lit, il n'y a rien de plus simple. C'est une petite bestiole insignifiante. Par rapport à nous, super intelligents, quand même, les punaises de lit, c'est pas grand-chose. Les premières traces de punaises de lit qu'on ait dans l'histoire, on les a trouvées dans des tombes égyptiennes qui datent de 5500 ans. Il y avait déjà des punaises de lit. Avant, il y en avait aussi, mais comme il n'y avait pas de lit, on ne les appelait pas punaises de lit. Mais elles existaient quand même. Il y a ces punaises de lit. On en a des traces dans la littérature, dans des textes qui remontent à l'Antiquité, au Moyen-Âge, au XIXe siècle, au début du XXe siècle. Et les gens parlent de ces punaises de lit comme d'un fléau, effectivement, c'est pas très agréable. Et puis arrive la Deuxième Guerre mondiale, on est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a le DDT, on utilise le DDT et on se débarrasse enfin avec notre technologie et notre chimie de ces punaises de lit. Ouf, nous n'avons plus de punaises de lit. Et pour les plus anciens dans la salle, les années 70, 80, 90, on n'a pas de punaises de lit. On n'entend jamais parler de punaises de lit. Et on en réentend parler récemment. Et là, on nous dit, pour s'en débarrasser, il faut quasiment congeler l'immeuble ou l'appartement. Il faut utiliser des produits chimiques tels que vous êtes obligé de quitter votre logement pendant qu'on utilise ces produits chimiques. Enfin, c'est vraiment un arsenal quasiment nucléaire pour se débarrasser de ces punaises de lit. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a cru qu'on allait contrôler du vivant. Mais on a exercé une pression de sélection darwinienne, au sens évolutif du terme, sur les punaises de lit, et on a sélectionné des punaises résistantes. On a cru qu'elles avaient disparu, pas du tout. Il en restait encore, les plus résistantes. Les plus résistantes, maintenant, se sont déployées, et maintenant, on les a sur le dos, enfin dans nos lits. Et pour s'en débarrasser, on utilise des produits encore plus violents, donc on est en train de préparer la génération suivante des punaises de lit. Des super punaises, là, pour le coup. Encore plus résistantes que celles d'aujourd'hui.
Parce que le vivant ne se manipule pas si facilement. Ça fait 3800 millions d'années qu'il évolue. Il a inventé plein de trucs, il sait très bien évoluer, et ça, c'est vraiment une arrogance déplacée que de croire qu'on va le piloter, qu'on va le gérer. Et ces petites punaises de lit doivent nous servir d'exemple. On devrait y penser de temps en temps. Écoutez, merci pour ces belles paroles. Merci beaucoup à vous tous.